Bien, bonjour à tous et bonjour Christine. Bonjour. Nous voilà réunis aujourd'hui pour un nouveau témoignage sur le thème de l'humanité. Un témoignage qui s'inscrit dans le grand thème que nous avons choisi d'éclairer cette année, la beauté de l'humanité. Et aujourd'hui, on a hâte de découvrir le fragment de vérité que tu vas révéler par ton partage, Christine. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'humanité? Qu'est-ce que c'est que l'humanité? C'est effectivement, on le voit bien, un très vaste thème et on sent qu'on ne peut l'aborder que par le cœur ouvert, le mental sensible, abstrait, ou le plus ouvert aussi possible, le plus clair possible. Et quand je médite ainsi sur ce qu'est l'humanité, là, je l'aperçois et je la vis de plus en plus comme un grand organisme, une entité une, la grande famille humaine. Un tout qui n'est pas une simple addition d'individus, mais bien une unité, un être vivant, mu par une grande intention, animé par une même grande conscience, la conscience humaine, dont chaque individu est une cellule vivante et chaque groupe, comme la famille, la ville, une nation, un organe. Et je perçois dans ces méditations que cet organisme conscience-humanité n'existe pas isolément, séparé. Il est intrinsèquement relié aux autres organismes conscience, que sont les règnes de la nature, comme le règne animal, végétal, minéral, mais aussi intrinsèquement relié au monde, au règne de l'âme, que l'on nomme parfois le règne supra-humain. Et ensemble, ces entités conscience constituent une seule et même unité, le grand organisme terrien, la grande conscience planétaire, qui elle-même est intégrée dans des ensembles de conscience encore plus vastes, comme le système solaire, comme les galaxies, etc. C'est finalement une véritable vision en fractal. Oui, qui peut être assez vertigineuse quand tu évoques l'humanité telle une unité au sein d'autres unités bien plus grandes et contenant des unités plus petites. En somme, une conscience au sein d'autres consciences plus grandes. Et quand tu parles de l'humanité ayant une seule intention commune à tous les terriens, ça peut interpeller d'un certain point de vue et paraître assez inconcevable quand on voit toutes les différences d'intention, les rapports au monde, aux autres, tous les conflits existants à différents niveaux au sein de l'humanité depuis la nuit des temps. Oui, oui, complètement. Ça semble vraiment inconcevable si on maintient le regard uniquement sur les apparences et sur nos réactions, nos émotions à ces apparences, mêlées à notre analyse mentale des aspects les plus visibles, et non pas sur ce qui se passe au niveau de la conscience. Parce que là, derrière les formes, je vis par cette méditation de groupe de plus en plus clairement l'humanité, non seulement comme une conscience une, mais comme une conscience diversifiée, différenciée, dans laquelle sont inclus différents états de conscience. Et alors, les tensions, les conflits dont tu témoignais, que tu évoquais, sont perçus non plus comme des anomalies ou comme des erreurs à rejeter, à repousser, mais comme les symptômes d'un processus évolutif, d'un lent mouvement d'unification entre ces différents états de conscience. Et on perçoit que cette vision, elle nous invite de plus en plus à reconnaître l'unité détaillée de l'humanité derrière les apparentes différences et divisions. Hmm. Ah oui, c'est un sacré changement de regard. Oui, et c'est aussi voir ce même processus évolutif, non seulement globalement au sein de l'humanité, comme on vient d'en parler, mais aussi au sein de tout être humain au cours de sa vie, et valable aussi pour toute entité, comme par exemple l'entité Europe, dont la devise est unie dans la diversité, et qui vit ce processus d'unification, et pour cela traverse de nombreuses crises, on le voit bien. On pressent combien la résolution des conflits passe non seulement par la reconnaissance progressive de valeurs communes qui nous unissent, comme la fraternité, la dignité, la justice, la liberté et bien d'autres, mais que cela passe aussi par la reconnaissance d'une intention commune, plus grande, qui anime l'Europe, qui anime l'humanité et chacun de nous, consciemment ou inconsciemment. Et c'est cet esprit d'unification, d'unité,
pour de plus justes relations partout, en nous et aussi dans le monde, bien sûr. Et on pourrait dire alors de l'humanité unie dans la diversité par et pour une cause commune, celle d'amener l'amour, l'unité sur Terre. Et vraiment par ce nouveau regard sur ce lent processus vers l'unité, on peut percevoir que ce qui est vrai pour un individu est vrai pour tout groupe, que ce soit une société, un groupe de nations, et pour l'humanité dans son ensemble. Ouais, on sent dans ce que tu dis que ça, depuis le début, là, que ça anime en toi quelque chose de l'ordre d'un état d'être unifié et à la fois une intention très claire, un sens à la vie humaine. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu veux signifier par qu'on perçoit que ce qui est vrai pour un individu est vrai pour un groupe? Oui, eh bien, à l'image de l'évolution d'un être humain ou d'une nation ou d'une entité comme l'Europe, eh bien l'humanité en perçoit qu'elle traverse elle-même tout au long de son évolution des états de conscience successifs. Et on peut percevoir que c'est d'abord la conscience de dépendance, comme un bébé fusionné à sa mère, ou si on revient sur l'exemple de l'Europe, comme l'Europe à ses débuts dépendante des États-Unis, sans réelle autonomie. Et cette conscience de dépendance va avec le développement physique. Et c'est surtout quand on vit et survit par instinct. Et puis progressivement, la conscience de soi émerge, la soi-conscience propre à l'humain, l'affirmation du moi, de l'individualisme, comme l'adolescent avec le développement de l'émotionnel et du mental, de l'intellect, avec la construction de la personnalité qui, si elle permet au début de commencer à voir qu'on n'est pas seul, nous ramène tout de même tout d'abord à nous vivre bien au centre et à nous servir. Et c'est par exemple pour l'Europe toute la pensée eurocentriste qui la place au centre de l'histoire, du savoir et des normes. Cette phase d'indépendance que nous connaissons bien dans nos sociétés modernes, on le voit, entraîne quand même beaucoup de relations injustes. Et puis, progressivement, l'humanité, et toujours, l'Europe aussi, et tout individu en évolution, est de plus en plus appelé à la conscience d'interdépendance, à se vivre cette fois bien plus adulte par son mental et sa sensibilité de plus en plus développée, avec cette fois la reconnaissance et la vraie considération de l'autre, la coopération, le partage. Alors, on a tendance à croire à ce moment-là que l'évolution de l'humain s'arrête là, avec une personnalité bien construite qui a unifié ses trois corps, physique, émotionnel et mental, et qui les utilise au mieux avec les autres pour aider et coopérer. On voit que c'est déjà un point essentiel, mais on estime que ce serait notre maximum atteignable. Et finalement, ça, c'est sans compter sur le développement progressif du mental abstrait dans l'humanité et en chacun, qui nous donne la capacité de penser plus large en termes de bien commun et de capter les valeurs et les principes essentiels. Et par exemple, dans le cas de l'Europe, on voit de plus en plus de groupes de penseurs qui réfléchissent vraiment à ce niveau-là, qui essayent d'unir déjà mentalement et abstraitement, en soutenant l'idée d'une Europe une et détaillée, et en explorant le bien pour l'ensemble, les qualités, les possibles. Et on voit bien que ça demande une grande capacité de lucidité, d'amour et d'abstraction. Oui, on perçoit que ces états, ces expansions en conscience ne s'arrêtent vraiment pas à la conscience d'interdépendance, qui est déjà un grand pas en avant. Oui, oui, vraiment. Et à partir de là, à partir du développement du mental abstrait, bien, on perçoit aussi comme l'humanité va pouvoir, dans un véritable retournement, se reconnaître et se vivre âme une, entrer et se stabiliser dans le règne de l'âme, qui est conscience d'ensemble, conscience de groupe. Alors ça, c'est un thème qu'on a déjà évoqué dans d'autres témoignages, mais auquel vous pouvez vous référer. Mais déjà, on peut observer dans l'humanité la présence de personnes conscientes de l'unité humaine et de notre responsabilité commune. Des personnes qui pensent, parlent et agissent depuis cette conscience plus large de groupe. Et nous pouvons nous-mêmes les reconnaître et travailler intérieurement et à l'unisson avec eux, et faire groupe intérieur avec ceux qu'on peut appeler les serviteurs du monde, qui sont partout dans l'humanité, dans tous les secteurs.
Et ça nous permet de soutenir cette unité présente et en même temps naissante dans la conscience humaine. Mmh. Tu veux dire que l'humanité peut reconnaître qu'elle est une seule conscience, un seul être humanité, et vivre selon cette conscience? Oui, oui, en pressant que c'est en cours et en pressant que penser et agir depuis cette conscience d'unité, de groupe, est vraiment l'avenir de l'humanité. Et que l'être humain, cellule de l'humanité, est appelé à vivre depuis cette conscience, à travers sa spécificité, son individualité. La diversité de toutes les spécificités humaines se révèle alors être une grande richesse du déploiement de cette unité. On voit par exemple que si en conscience individuelle, le détail entrave l'unité, eh bien en conscience de groupe, en conscience plus large, d'ensemble, le détail soutient l'unité et la diffuse pleinement. Et c'est ce que vivent déjà certains êtres, que nous pouvons appeler nos grands frères, qui sont pleinement conscients d'être âme une incarnée dans une individualité, dans un corps humain, et œuvrant pour l'ensemble. Et pour en revenir à ce que nous évoquions tout à l'heure sur les conflits, ben oui, non seulement chaque passage d'un âge de conscience à un autre s'accompagne de tensions, de crises, mais tous ces divers et variés états de conscience coexistent aujourd'hui dans l'humanité, en Europe et en nous. D'où toutes les incompréhensions, les résistances, les conflits intérieurs et extérieurs. Mmh. Ouais, c'est une sacrée complexité. Et donc l'humanité est un enchaînement complexe et progressif d'états de conscience qui donnent un certain état d'être au monde. Et l'état de conscience de groupe est donc notre prochain challenge à nous tous. Mais du coup, d'où vient cette vision de l'unité dans toutes les différences de la diversité? Et comment ça se vit quand on a cette vision-là? Et oui, cette vision, elle est non seulement issue des enseignements de sagesse, de ce dont ont témoigné justement nos grands frères, ceux qu'on peut aussi appeler maîtres de sagesse et qui sont passés par ces phases et en ont témoigné, mais elle est aussi issue d'un vécu intérieur qui peu à peu fait force de loi en nous, et notamment par la méditation mentale de groupe qui permet de rejoindre l'âme humaine que nous sommes, l'âme humaine une. Et en nous reconnaissant être ce grand cœur aimant, lumineux, nous fusionnons avec, nous le devenons. Et nous vivons alors sur les plans intérieurs que nous sommes fondamentalement un, une seule et même âme, et qu'une seule et même vie bat et circule en tout être. Par la méditation, peut s'opérer ce saut de conscience du moi séparé au véritable nous, où là, l'unité détaillée qu'est l'humanité devient le réel. À ce stade, nous pouvons nous reconnaître non seulement ce tout, mais aussi fragments et étincelles de ce tout. Et nous pouvons affirmer, les humains sont un et je suis un avec eux, par cet éprouvé intérieur de groupe. Parce que depuis ce point d'unité, l'horizon s'élargit, la vision se fait plus large, plus globale, mais aussi bien plus claire. Par l'acuité mentale de groupe, le discernement s'aiguise, les détails se clarifient dans cette lumière plus grande. Et là, on peut percevoir les différentes énergies qui nous animent, les divers états de conscience présents en nous, et du coup, en miroir, ceux à l'œuvre dans l'humanité, ou en Europe, partout. Et nous pouvons commencer à nous vivre véritablement unité détaillée. Et oui, tu évoques là l'importance du mental, particularité de l'humanité, qui, dotée de cet outil et de son potentiel d'abstraction, a la capacité de vivre ce retournement et de retrouver sa véritable fonction. Et tu pourrais nous partager un exemple de ce que tu en vis? Alors concrètement, cet état de conscience m'invite de plus en plus à voir des aspects en moi, encore en conscience de dépendance, comme certains attachements affectifs, émotionnels, encore présents dans certaines de mes relations. Je perçois par exemple de plus en plus les moments où je peux être dépendante de l'approbation des autres, de leur validation pour me sentir légitime dans certaines pensées, paroles et parfois même actions. Je peux aussi reconnaître des zones encore auto-centrées, là où subsistent des idéaux personnels, des projections ou des attentes, même subtiles, même spirituelles.
comme dans la méditation par exemple, quand je peux être en attente d'un toucher ou d'une certaine compréhension. Et je découvre aussi, là où je vis la coopération, le partage, la bonne volonté, mais encore teintée d'une bonne dose de volonté personnelle, d'une volonté de bien faire, même si elle est discrète ou subtile, mais qui me révèle là où je ne me suis pas perdue de vue, ou là où c'est encore le moi et non le nous qui opère. Alors vraiment, depuis ce point d'âme, je peux commencer à discerner dans une calme clarté et avec compréhension aimante ces états de conscience en moi, sans m'y identifier, sans les combattre, ni les nier non plus, hein, mais réajuster par contre, réajuster là où c'est nécessaire. Et de la même façon, eh bien, je me sens invitée à les discerner partout, autour de moi, en chacun, dans l'humanité. Et depuis ce point d'unité, ben, nous percevons alors que toute l'humanité vit en nous et que nous vivons en elle et que nous ne lui sommes en rien séparés, que notre passé, notre présent, notre avenir nous est commun, que notre évolution est d'ensemble. On sent à travers ton vécu que qu'on devient plus au clair avec ce qui nous anime et que c'est comme si prendre ce recul permet d'être plus au clair avec à la fois le but et aussi les freins, comme si on sortait d'un épais brouillard. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais que ça change dans ta vie? Eh bien, effectivement, comme je disais, j'observe que cette nouvelle clarté permet de mieux voir et du coup, ça permet de soutenir les besoins d'évolution réels et actuels de l'humanité qu'on peut commencer à discerner et à vivre. Et ça permet non seulement donc de soutenir l'humanité à se reconnaître une, et ça on voit que c'est déjà bien en cours actuellement, mais ça permet aussi de soutenir son aptitude à percevoir l'intention plus grande d'amour-unité qui l'anime, qui nous anime. Et ça permet de stimuler sa faculté mentale, de vitaliser le mental abstrait de l'humanité, de vivifier notre potentiel humain d'intuition et de vision, des idées d'ensemble, et la capacité finalement de l'humanité à les vivre en temps et en heure. Cette reconnaissance, je le perçois de plus en plus, transforme profondément mon rapport à l'humanité et notre rapport à l'humanité. Elle permet de l'aimer réellement telle qu'elle est, dans toute la diversité de ses états de conscience et dans la difficulté de ses transitions, de ses conflits, de ses tensions, et de lui faire confiance. Ça permet d'aimer l'humanité en discernant de plus en plus précisément à quelle note nous accorder et à quelle note ne plus donner résonance. Et là, je perçois qu'on peut passer de la bonne volonté, dont on parlait tout à l'heure, ou du désir d'aider personnel, au véritable amour, fondé sur la reconnaissance d'être un. Et alors, de là à l'incompréhension, le jugement, la comparaison, ces sentiments de supériorité ou d'infériorité qui sont souvent présents, perdent leur sens. Comme la peur de l'autre ou le rejet des conflits, on sent bien qu'ils n'ont plus lieu d'être. Et on peut passer alors de la responsabilité personnelle à la co-responsabilité, où une responsabilité de groupe va émerger et va se manifester par des relations progressivement plus justes avec les autres humains, mais aussi avec les autres règnes de la nature. Alors, progressivement, hein, parce que bien sûr, tout ça, ça ne va pas sans heurts et ça ne se fait pas en ligne droite, de façon linéaire et continue. Cette reconnaissance, elle se vit par cycle, avec des temps différents, des temps qu'on peut nommer d'inspiration, de toucher, des temps de partage, des temps d'intégration aussi, mais aussi des flux et des reflux. Mais bon, ceci, on peut imaginer, fera l'objet de prochains témoignages probablement. On comprend que ça nous fait traverser des phases plus ou moins confortables et que ça nous invite vraiment à se détendre par rapport au temps qui passe en étant conscient qu'il s'agit en fait d'un grand apprentissage en cours. Oui, un grand apprentissage, un grand processus éducatif et évolutif global. Et on perçoit aussi que, à mesure que l'union se réalise en nous, eh bien, elle cherche naturellement à se manifester dans le quotidien, par notre capacité à reconnaître, à révéler, à vitaliser l'amour caché au cœur de chaque être, de chaque nation, de l'Europe et de l'humanité dans son ensemble.
Et je perçois de plus en plus que ça permet de vivre intimement, que chaque fois que l'un de nous soulève ses freins, ouvre un petit peu plus son cœur et son discernement, s'élève intérieurement et fait un pas en avant, eh bien de nombreux autres humains font ce même pas avec lui. En fait, ce que tu dis, c'est que plus on se vit unité intérieurement, unifié intérieurement avec l'organisme humanité, et plus chacun de nos pas de conscience rende l'humanité plus humaine, et que c'est ça notre rôle, rendre l'humanité plus humaine. Oui, 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 on peut dire ça, plus humaine dans le sens de plus en plus consciente de qui elle est, de plus en plus consciente de sa place, de son rôle et de son potentiel à participer et accélérer l'évolution de conscience globale sur Terre. Alors ce chemin de reconnaissance progressif nous demande de l'humilité. Et c'est intéressant de voir que humilité vient du mot humus, qui a donné humanité, humain. Et cette humilité, elle est vraiment nécessaire, une vraie humilité pour percevoir clairement, sans se voiler la face, sans se leurrer, ce qui est encore séparé et qui résiste en nous. Et pourtant, sans nous y identifier. Et ça nous demande du discernement et du détachement à la fois, mais aussi de l'inclusivité. Finalement, ça nous demande le don de soi, le renoncement progressif par amour à nos attachements, nos croyances et attentes personnelles. Nous décentrer de notre moi en nous recentrant sur le nous. Donc on perçoit comme cela nous demande persévérance et constance pour maintenir ensemble fermement le cœur ouvert et le mental clair malgré les obstacles, malgré les frictions. Et ce chemin, il est véritablement porté par une joie profonde, celle de nous vivre ensemble de plus en plus clairement à notre place, au mieux possible, au service du déploiement de l'amour, de l'unité, au sein de l'humanité et sur Terre, et d'en respirer et vivre toute la beauté. Ouais, et on la sent bien, cette joie profonde quand tu nous parles. C'est une véritable naissance à notre humanité. Merci Christine pour ce partage qui suscite le goût de cultiver ensemble cette identité d'humanité une. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller écouter d'autres fragments sur ce même thème ou sur d'autres thématiques explorées. Et à bientôt! Merci Marion, et merci à tous, à bientôt.